Salut, c'est We Love MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de We Love Cinéma. À We Love MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises. Et aujourd'hui, on va être sérieux, on va parler politique avec Alice et le maire, un film avec Anaïs Desmoustiers et Fabrice Lucchini. À mes côtés pour cet épisode, un débat politique de haute volée avec mes chroniqueurs. À ma droite, j'ai Vincent Vanilève. Coucou. Et à ma gauche, j'ai un nouvel arrivant, Jean-Marie Potier. Toujours à gauche. Bonjour Daniel. Vous connaissez mon parcours Je sais que vous êtes un homme politique. Vous êtes le maire de Lyon. Ils ont payé le prix. Le maire, il va bien. Je vais essayer de vous exposer ma situation. J'ai toujours eu des idées. J'avais 25, 40, 50 idées par jour. Non, oui. Et puis je me suis réveillé un matin, j'avais plus d'idées. J'arrive plus à penser. Comment vous vous appelez ? Alice Eman. Bon, Alice Eman, il faut que vous me fassiez penser. Voilà, tel est le début. Vous avez reconnu la voix de Fabrice Lucchini, alias Paul Terrano, le maire de Lyon, basé sur une histoire vraie ou pas. Voilà, je vous laisse libre de votre interprétation. Et il est à court d'idées. Il est, on peut le dire, presque en dépression, ce qui arrive parfois aux hommes politiques quand ils sont au pouvoir. Et pour y remédier, il va rencontrer Alice Eman, qui est une jeune philosophe qui ne se destine pas du tout à la politique, et donc du coup va se naître un dialogue entre eux. Alors, avant de rentrer dans l'analyse politique, je dirais, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, Vincent ? Moi j'ai passé un bon moment, sincèrement. Je sais pas si c'était le plus grand kiff de mon année. Après, ce qu'il faut préciser tout de suite, et Jean-Marie, on en a déjà discuté un petit peu, c'est pas une comédie en soi. Il y a des moments comiques. Il y a beaucoup de moments drôles. Oui, il y a beaucoup de moments drôles, mais des moments drôles parce que c'est Lucchini, notamment un moment. Il y a cette scène où Alice débarque dans le bureau du maire et en fait on le voit porter un maillot de l'OL. Il n'en parle pas du tout, il l'enlève juste, et c'est comique parce que c'est Lucchini en fait. On peut pas comme tous les films avec Lucchini, on peut pas se détacher de le voir derrière ça. Et puis moi, après, il faut dire que de la vie politique, parler d'urbanisme au pays de Paul Bocuse, Enjoy Phoenix, tout ça pour moi, c'était un peu du porn parce que moi je suis un grand fan, j'aime beaucoup l'urbanisme. Donc voilà, à partir de là, c'était assez convaincant. Et puis c'est vrai qu'on plonge vraiment de manière assez naturaliste, presque documentaire dans le milieu de la vie municipale et donc moi oui j'étais assez accroché sans non plus avoir eu une révélation complète. Et toi ? Alors moi j'ai aussi aimé le film comme Vincent, mais sauf qu'en fait ça a assez vite cessé d'être une comédie pour moi. Le début du film est assez drôle, ça ressemble un peu à Quai d'Orsay de Tavernier, le ridicule de la vie de cabinet d'une grande ville. Ils ont tous un langage managérial bullshit à base de laboratoire, vivre ensemble, logiciel, machin, ce genre de choses. Voilà, ça va dans tous les sens. Ils sont filmés en marchant dans les couloirs comme dans The West Wing, qui apparemment a influencé le réalisateur. C'est amusant, mais on se dit qu'on a déjà un peu vu ça, et en fait le film bascule, et d'ailleurs il bascule dans la scène dont parle Vincent là, avec Lucchini avec un maillot de Lyon, et en fait on comprend que c'est un film profondément dépressif, c'est-à-dire qu'il parle un langage vide, mais en plus ils le savent en fait, ils savent qu'il parle un langage vide, et donc ils finissent tous profondément déprimés par ça, et toute la deuxième moitié du film est beaucoup plus sombre. Elle est sombre parce que en fait lui va remettre littéralement son maillot en jeu, comme on dit, et il va échouer puisque il va essayer de prendre les rênes d'un parti qui le rejette, et je trouvais ça d'ailleurs assez audacieux de la part du film de nommer le parti en fait, parce que d'habitude on vous dit c'est le parti démocrate de quelque chose ou le parti républicain de quelque chose, mais sans généralement les pointer. Là on voit c'est le parti socialiste qui est en débâcle presque. Oui, alors j'ai jamais entendu parler de ce parti, je connais pas, parce qu'apparemment il fait la une des journaux, son candidat est favori pour la présidentielle, je sais pas, c'est de la science-fiction. Oui, bien sûr, c'est une uchronie comme on dit. Voilà, mais d'ailleurs c'est ça qui rend le film assez intéressant, je trouve, c'est le côté, c'est pas un film à clé sur la politique française de 2019. Ceux qui veulent aller voir un film, enfin ceux qui sont assez maso pour vouloir aller voir un film en se disant chouette, je vais voir 1h30 d'un portrait de Gérard Collomb, seront déçus parce que c'est pas ça. Donc ça c'est quand même une des qualités du film. Et puis c'est vrai que je pense que l'idée de nommer explicitement
le Parti socialiste, etc., c'est parce que derrière, et surtout dans la deuxième partie, il y a toute une interrogation sur ce que c'est la politique, ce que c'est le socialisme, l'échec que ça a pu entraîner. Il y a des longues discussions, ce walk and talk un petit peu dont tu parlais, ils font ça le long du Rhône, si je ne me trompe pas. Et il y a cette discussion-là, et effectivement, je pense que ce côté très naturaliste, documentaire, il ressort là aussi, parce que c'est le réalisateur derrière qui donne un peu son avis sur l'état du socialisme et de la gauche aujourd'hui. Bon, peut-être avec un petit peu de décalage en tout cas. La gauche au pouvoir même, carrément. Puisque c'est ça en fait le drame, c'est que ça montre un mec qui a court d'idées en fait. Ouais, je disais que c'était pas un film à clé, mais cela dit, il y a au moins un passage du film où on pense pas mal à la situation actuelle, c'est quand Fabrice Lucchini, donc le maire, rédige le discours qui doit le faire vraiment se positionner comme le favori de l'Élysée. Et alors à la fois on a l'impression qu'il rédige le fameux discours du Bourget de François Hollande, la finance, la finance mon ennemi, ce genre de choses. Ce fameux discours qui n'a pas été totalement réalisé pendant 5 ans, voilà. Libre d'interprétation comme tu dis. Voilà. Et par ailleurs, quand à un moment du discours il écrit quelque chose comme depuis quand l'ENA a-t-elle commencé à ne former que des banquiers, bizarrement, on pense à quelqu'un assez présent dans notre actualité. Assez vite, quand même. Ça pointe du doigt, tu crois que ça balance un petit peu ? On y pense un peu. Et en même temps, il y a cette frustration de fin, parce que le discours que nous, on a entendu, auquel on peut adhérer, auquel on peut voir des références, des dénonciations, il va pas être complètement accompli. Il y a cette espèce de frustration de fin que je trouve assez bénéfique en fait, cette idée que c'est des idées justement, mais qu'il n'y a pas derrière de possibilité de concrétiser ça pour une histoire, je sais pas, d'ego, d'envie, d'hésitation, et c'est vrai que moi la fin, on peut la voir comme une espèce de goût d'inachevé, mais moi justement je trouvais que c'était une belle façon de chuter là-dessus, et peut-être de manière un peu pessimiste, mais un truc doux amer quoi. Ouais, voilà, ouais. Et moi ça m'a beaucoup fait penser à un film qui à la base avait pas grand chose à voir, cette fin, parce qu'en plus une référence commune dans les deux films à un même livre, c'est Habemus Papam de Nanni Moretti, où cette fois-ci c'était pas une philosophe qui venait aider un maire, c'était un psychiatre joué par Moretti qui venait aider un pape, enfin un cardinal qui voulait pas devenir pape. Et en fait c'est la même chose, quoi, c'est l'impuissance du pouvoir, c'est en fait finalement on veut pas vraiment le pouvoir donc on le lâche. Ah, tu crois que c'est un hommage ? Ouais. Enfin, il y a une scène du film où la philosophe, je crois me souvenir, offre un livre au maire, qui est aussi le livre qui est en gros au cœur de Habemus Papam. Donc en tout cas, il y a une espèce de parenté entre les deux films. Ouais. On va s'écouter un petit extrait et on va y revenir. Monsieur le maire, excusez-moi, on nous attend. Non, on nous attend pas, on m'attend moi. Vous distribuez ça à tout le monde et vous leur dites qu'ils remplacent et ils annulent l'autre discours. Ok ? Ton nouveau bureau crée un énorme scandale à la mairie. Un scandale ? Il y a même une pétition qui circule. Il faut rester modeste. Pas de mégalomanie, pas de gigantisme. Ça va les notes. Je fais pas un cours sur Spinoza. Alice Heyman, est-ce qu'elle prend des notes ? Elle prend pas de notes. L'influence que tu as sur lui, il faut qu'elle cesse. En fait, t'es en train de me dire qu'il doit nous arrêter de penser, c'est ça ? Je suis désolée, mais le jeu n'est plus le même. Et je te remercie, Alice. Alice, on va écrire tous les deux le discours de ma vie. Moi, il y a un truc que j'ai beaucoup apprécié dans ce film, c'est la petite valse du pouvoir, en fait, les petits trucs d'alcôve, du genre, le coup dans l'extrait qu'on a entendu, il parle de la pétition, en fait. Tout son bureau, le bureau d'Alice, qui passe vraiment de le bureau de la stagiaire au 6e étage sans fenêtre, et tout d'un coup, elle commence à avoir un grand bureau vraiment de conseillère. Et toute la jalousie que ça engendre, il y a une grosse partie du film qui est dédiée à ce passage. Je trouvais que c'était assez réaliste en fait, parce que c'est vraiment une comédie de ah merde, c'est comme ça vraiment le pouvoir en fait. Ouais, moi c'est pas un univers que je connais pour y avoir travaillé, mais en tout cas les personnes que je connais qui ont passé du temps dans cet univers m'ont dit qu'elles avaient aussi trouvé le film plutôt réaliste. Et effectivement, parce qu'en plus les conseillers sont pas présentés comme des Superman qui peuvent tout et tout faire, ils passent leur temps en fait à se cogner les uns aux autres, à se jalouser, sans non plus que ça vire totalement au règlement de compte permanent, quoi. C'est un espèce de jeu assez complexe. Et du coup, dans le rôle de cette conseillère, enfin une des conseillères, il y a Nora Hamzaoui qui joue avec une espèce de naturel assez désinvolte en fait. Elle est à la fois la meilleure copine, mais en fait t'as l'impression qu'elle peut planter à n'importe quel moment. Ouais, elle hésite pas du tout, elle ménage pas du tout Alice, le personnage d'Alice, elle lui dit les collègues te détestent. Et elle lui dit ça, mais en plus tu vas vivre un enfer. C'est marrant parce on retrouve son look un petit peu avec les lunettes de quand elle fait de la scène, de l'humour. Et là, sauf que là, elle a une espèce de ton premier degré, et en fait ça crée un décalage comique aussi, parce que si on connaît Nora Hamzaoui, on sait à quel point elle fait de l'humour, etc. Et effectivement, il y a une espèce de
sans filtre. Il n'y a même pas de faux semblants. Et effectivement, moi j'ai beaucoup aimé ce côté de marcher un petit peu sur les plates-bandes, c'est-à-dire que l'équipe de com, tout d'un coup, il y a cette jeune femme qui débarque de nulle part, qui est philosophe, soi-disant, qui va un peu leur casser leur dynamique à eux, mais comme le maire a dit que il faut écouter Alice, elle prend pas de notes, regardez, faites comme elle, voilà, ça bouscule un petit peu tout ça, et moi cette dynamique de pouvoir entre les employés, je l'ai retrouvée aussi entre Lucchini et Alice, où il y a une espèce de belles parties de ping-pong ou de tennis qui se met en place, dans le sens où lui a plus d'idées, elle l'inspire, et en plus eux, les acteurs sortent un peu de leur rôle habituel, où là c'est plus Lucchini qui écoute plutôt qu'on l'écoute, et moi j'ai trouvé ça assez rafraîchissant de tomber aussi là-dessus, et de voir Anaïs Desmoustiers devenir vraiment incarner la force et les nouvelles idées, etc. de cette mairie, quoi. Joue bien un peu ce côté un peu cette chèvre enfin plutôt ce loup dans la bergerie, ou l'inverse, puisqu'en fait elle va se faire bouffer par tout le monde, et elle est vraiment presque virginale là-dedans. C'est assez, elle le joue avec un naturel assez déroutant. Ouais, ce qui est intéressant son personnage, c'est qu'au début elle a un peu le même rôle d'apporter un regard extérieur, plein de fraîcheur qu'elle avait justement dans Quai d'Orsay de Tavernier, où elle jouait la copine de Raphaël Personnaz, et en fait au fil du film on découvre des failles béantes vraiment dans le personnage, qui en fait est aussi on va dire tourmenté et déprimé que tout le monde, et ça enrichit vraiment le personnage de Alice. Et puis moi j'ai beaucoup apprécié le fait qu'elle s'interroge, le fait qu'elle puisse dire j'ai pas forcément de passion, je sais pas forcément ce que je veux faire dans ma vie. Enfin, c'est un truc qui, je pense, peut résonner avec pas mal de personnes peut-être aujourd'hui, avec une génération. Parfois les gens qui ont choisi des filières littéraires et qui se disent merde, qu'est-ce que je vais faire avec ça. Voilà, et au final on comprend aussi que chez elle c'est pas forcément grave, c'est-à-dire qu'elle se laisse un peu porter d'un métier à l'autre, et qu'elle verra bien, mais j'ai trouvé ça assez malin d'exprimer aussi cette forme de fragilité et de doute par rapport à ce qui nous attend, là où Lucchini, lui, c'était une carrière un peu toute tracée en apparence, en tout cas. On peut pas ne pas parler de Lucchiniverse, puisque c'est un vrai souci pour moi, parce que je suis très très fan de Lucchini, mais en même temps j'attends le jour où il aura son grand film, le grand film qu'il mérite. Alors je veux dire, c'est mieux en termes de Lucchini-exploitation que Maloute, tu vois, qu'on avait eu il y a quelques années, mais encore une fois tu sens que il est utilisé à sous-régime, en fait. Quand tu lui as dit calmos, il y a certaines scènes où tu vois du Lucchini tout craché, mais en même temps il se retient, et alors je me demande si ce sera pas pour le film qui va avoir il y a un film de lui qui sort en fin d'année avec Patrick Bruel, par la team du prénom, et en fait le pitch est assez rigolo, puisque en fait c'est Lucchini qui doit annoncer à Patrick Bruel qu'il va mourir dans 3 mois, et c'est Patrick Bruel qui croit que Lucchini va mourir, donc du coup tu vas vivre ta vie à fond, et en fait il est en train de vivre sa vie à fond à lui, alors que c'est ses derniers mois. Et je trouvais ça assez rigolo comme pitch, donc moi j'attends le grand Lucchini movie, et celui-là est celui qui je l'apprécie assez, quoi. Mais après, qu'est-ce qui manque encore dans sa filmo pour un grand film de comédie, quoi. C'est vrai qu'il est souvent, ou alors il a souvent été énorme dans des films assez médiocres, certains Lelouch par exemple, qui sont pas des bons films, mais par contre il a fait 4 ou 5 Lelouch. Ouais, mais où il a une ou deux scènes, effectivement, je crois que c'est Tout ça pour ça, notamment, où il explose littéralement pendant 3 minutes, donc ça c'était ses grands moments. Après, moi ce que j'ai trouvé intéressant dans le film, justement, c'est que il cabotine pas en faisant du sur Lucchini comme on pouvait s'y attendre. Faut giel. Mais à l'inverse, il part pas non plus au début du film, j'ai eu un peu peur pendant 2-3 minutes, parce que je le voyais faire une espèce de tête de clown blanc, là, hyper triste, avec une espèce de mimique un peu tombante à la Gérard Collomb, et je me suis dit, au contraire, il va faire exprès du sous-régime pendant tout le film et finalement il reste un peu dans l'entre-deux, le personnage s'enrichit un peu, là, la scène dont on parlait déjà dans le bureau du maire, avec quand il enlève son maillot de foot, il commence à expliquer un peu la vie à Alice, donc le personnage quand même s'enrichit assez vite. Je regarde la dernière décennie des films de Lucchini, quand même, il y avait Les Femmes du 6e étage, je mets ça pas loin de ça, en fait. On est dans ce niveau de comédie où peut-être Alsace sa bicyclette, qui était aussi une manière d'exprimer son amour du théâtre. Là, il était assez désagréable, où le personnage était assez désagréable, on se souvient, désagréable. Il était pas très sympa, mais il est pas très sympa non plus là-dedans, hein. Non, le personnage est pas si, on finit par un peu par s'attacher quand même, je trouve, surtout à la fin, vers la fin. Surtout à la fin. Bon, maintenant il faut dire combien vous mettriez, c'est ça la tradition, Jean-Marie. Combien tu mettrais sur la table, combien tu payes au cinéma pour aller voir ce film, combien tu penses que ce film mérite? C'est très compliqué parce que regarde Vincent faire. Combien tu mets, Vincent?
Non, mais moi, une place de cinéma plein pot. Enfin, moi, je pense que c'est un film à voir et que c'est un film à soutenir aussi, parce que c'est vrai que c'est assez bien filmé, j'ai trouvé. Ouais, mais enfin, il y a une forme de c'est assez subtil et en même temps pas grandiloquent du tout. Enfin, comme je disais, ça fait assez documentaire. On pose sa caméra, on observe et l'intérêt se crée de lui-même. Donc non, moi, je trouve que faut aller le voir, faut soutenir ce cinéma français-là. Dans cette émission, on connaît trop de films de comédie aberrantes avec des gros budgets. Moi, voilà, j'hésiterai pas à mettre 10 euros, 12 balles, ça dépend du cinéma. Voilà. Et toi? Sur le principe, je suis d'accord avec Vincent. Bon, je vais être obligé de le contredire un peu quand même, du coup. Donc, j'ai décidé de payer 6,50 comme le score du Parti Socialiste à toutes les dernières élections. Donc, c'est un très bon film. Mais allez le voir le matin, quoi. La séance à tarif réduit. Bram pour le Parti Socialiste. Et moi, je mets 8 ou 9. Moi, alors, est-ce que ce sera ça le futur score du PS aux prochaines élections? Je ne sais pas. En tout cas, ça serait bien pour eux. Déjà. Ce serait le prix qu'en tout cas que je vais remettre pour revoir ce film, car j'y ai vraiment pris pas mal de plaisir. Il n'y a pas assez de comédies politiques qui sortent d'une manière générale, et je trouve que ce serait bien de soutenir celle-là. D'autant que celle-là, quand même, elle a quand même des petits moments de bonne comédie vraiment, vraiment chouettes. Mais comme tu le soulignais, il y a des moments un petit peu grinçants, des moments un petit peu bad trip de la politique. Je l'ai vu il y a 4-5 jours. En fait, j'ai finalement du mal à me souvenir de gags précis. Je me souviens de l'ambiance du début, effectivement, qui est assez vive et tout ça, mais j'ai quand même surtout retenu la bascule. J'ai quand même surtout retenu la bascule progressive. Écoute, maintenant, c'est l'heure de la reco. Vincent, est-ce que tu as quelque chose à nous recommander? Alors effectivement, on parle un peu comédie politique. Là, la recommandation évidente, c'est le Joker. Non, j'hésitais à la faire, mais non. En fait, moi, j'ai pas forcément pensé à un film ou une série, mais à un livre d'Aurélien Bélanger qui s'appelle Le Grand Paris, où en fait, on suit un jeune homme formé à l'ESSEC. Donc Sergi représente tout ça, même si l'ESSEC c'était le concurrent de ma fac. Et en gros, il va finir par faire de l'urbanisme et à travailler en fait pour le Prince. Donc c'est en fait Nicolas Sarkozy qui n'est jamais nommé. On suit un petit peu la campagne et l'idée de nouveau Paris avec les aléas du pouvoir, des ambitions de chacun. Et voilà, moi ça m'a fait un peu penser à ça, sur espèce d'homme politique qu'un jeune érudit vient conseiller, qui est pas forcément nommé et qui doit inspirer pour un projet de renouveau de sa ville ou de son pays. Donc moi c'est vraiment une lecture plaisante, et Aurélien Bélanger, je suis un grand fan de ce monsieur, donc voilà. Et toi? Alors moi, je voulais conseiller un film qui, je crois, fait partie des références avouées de Nicolas Pariser là, pour Alice et le maire, qui est L'Arbre, le maire et la médiathèque de Éric Rohmer, donc qui date de 1992. Alors avec un pitch en forme de duel au sommet entre Pascal Grégory et Fabrice Lucchini déjà. Donc Pascal Grégory qui joue un maire d'une petite ville de Vendée qui veut construire une médiathèque sur la commune, et Fabrice Lucchini qui joue un instituteur hyper écolo qui veut absolument l'empêcher. Donc, en plus, c'est Lucchini avant l'explosion. C'est vraiment le Lucchini juste avant l'explosion. Alors bon, je pense que les allergiques d'Éric Rohmer ne seront pas convertis par ce film-là, qui est romérissime, on va dire, dans les dialogues. Mais par ailleurs, qu'il y a deux choses. Donc déjà, c'est pour ceux qui sont nostalgiques du Lucchini à plein tube, c'est vraiment ce Lucchini-là qu'on a, c'est-à-dire vraiment avec des passages de 3 minutes où il se lance dans des grandes tirades politiques avec plein de punchlines. Voilà. Et à ma connaissance, par ailleurs, c'est le seul film où on entend Ariel Dombal imiter le cri du dindon. Voilà, ce qui rend quand même ça immanquable. Ça donne envie. Le Dindon, un film qu'on a chroniqué. C'est ce que j'allais dire. Et pour ma part, dès que je ferme les yeux et que je pense à film politique, c'est simple. Je pense qu'à In the Loop, un grand film. À chaque fois, je peux me le regarder. Je me le regarde au moins une fois tous les 2 ans. Et pourquoi? Parce qu'il y a les dialogues, ça va vraiment super vite avec Peter Capaldi et surtout James Gandolfini, donc Tony Soprano en personne, et c'est vraiment ultra drôle. C'est vraiment des punchlines. C'est des punchlines aussi d'humiliation, parce que ils ne font que ça, c'est-à-dire s'insulter et humilier les autres. Et comme nous ici. C'est aussi ça la politique. Tu trouves? Non, je faisais une blague, Daniel. Ah d'accord. Non, tout va bien. Moi, je suis heureux ici.
Merci à Quentin, le président du Sénat, à la technique. Pour nous retrouver, c'est William MDR sur Apple Podcast et toutes les applis dédiées. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous. La semaine prochaine, on se revoit avec une autre comédie. On vous embrasse et on vous dit à la semaine prochaine. Salut, c'est JB de la chaîne Telle Forme de Click. Retrouvez notre nouveau podcast We Love TFTC de We Love Cinéma un jeudi sur 2. Chaque épisode, on parle d'un film avec des vannes et des infos rares. À retrouver sur tous vos agrégateurs de podcasts et sur welovecinéma.fr.